J'étais venu chercher un mari dans le Montana, un refuge loin de mon passé. Mais la première nuit, un hurlement venu de nulle part m'a fait comprendre que je n'étais pas arrivé dans un foyer, mais au cœur d'un secret terrifiant. L'avion a touché le tarmac avec une secousse qui a fait vibrer jusqu'à mon âme. Chaque passager autour de moi semblait soulagé, impatient de retrouver des proches, de commencer des vacances. Moi, je sentais une boule de glace se former dans mon estomac. Pour moi, ce n'était pas la fin d'un voyage, mais le début de l'inconnu le plus total, le plus terrifiant. J'ai serré plus fort la lanière de mon sac à main usé, ce sac qui contenait toute ma vie. Quelques photos jaunies, mon passeport et l'équivalent de 50 dollars américains. Et les lettres de Caleb. Pendant les 6 mois de notre correspondance, ces mois avaient été ma seule bouée de sauvetage. Il écrivait simplement, avec une honnêteté qui semblait brute, presque maladroite. Il parlait de son ranch dans le Montana, de ses chevaux, du ciel immense qui changeait de couleur 1000 fois par jour. Il m'avait envoyé des photos, un homme grand, solide, aux épaules larges, le visage buriné par le soleil et le vent, avec des yeux clairs qui semblaient fixer l'horizon lointain. Il n'était pas beau au sens classique du terme, mais il dégageait une force tranquille qui m'avait, bêtement peut-être, rassuré. Il avait besoin d'une femme à ses côtés, disait-il. Pas d'une servante, mais d'une partenaire pour partager la solitude de sa vie. Et moi, Anja, coincé dans ma petite ville grise et polluée, avec un travail d'usine qui me détruisait à petit feu et une famille à soutenir, j'avais besoin d'un espoir. Caleb était cet espoir. Un espoir acheté sur un site internet spécialisé, un espoir qui sentait le soufre. En descendant la passerelle, l'air sec du Montana m'a giflé. C'était si différent de l'humidité de mon pays. L'aéroport était minuscule, à peine plus grand qu'une gare de province. Mon cœur battait à se rompre dans ma poitrine. Et s'il n'était pas là? Et si tout ça n'était qu'une horrible blague? Ou pire, s'il était là, mais qu'il n'était pas du tout comme dans ses lettres? S'il était un monstre? Je l'ai vu tout de suite. Il était impossible de le manquer. Il se tenait un peu à l'écart de la petite foule qui attendait, une simple pancarte en carton à la main où mon nom, Anja, était écrit en lettres capitales maladroites. Il était encore plus grand et plus imposant qu'en photo. Il portait un jean usé, des bottes de cow-boy couvertes de poussière et une simple chemise à carreaux. Son visage était fermé, ses yeux clairs me scrutant avec une intensité qui m'a glacé le sang. Il n'y avait aucune trace du sourire timide que j'avais cru deviner sur une de ses photos. J'ai avancé vers lui, mes jambes tremblantes. Chaque pas était un effort surhumain. Le bruit de mes talons sur le linoléum résonnait dans le silence qui s'était installé entre nous. Arrivé à sa hauteur, j'ai dû lever la tête pour croiser son regard. Il sentait le grand air, le cuir et quelque chose d'autre, une odeur de terre et de travail. Anja, sa voix était un grondement grave, bien plus profonde que ce que j'avais imaginé. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Ma gorge était sèche comme le désert. J'ai vu ses yeux balayer ma silhouette, de mes chaussures bon marché à ma robe un peu froissée, et j'ai eu l'impression d'être une marchandise qu'on inspecte. Une vague de honte et de peur m'a submergé. Qu'est-ce que j'avais fait? Il a dû sentir ma panique, voir la terreur dans mes yeux. Un coin de sa bouche s'est très légèrement relevé, mais ce n'était pas un vrai sourire. C'était quelque chose de plus énigmatique, presque prédateur. Il a baissé sa pancarte et a dit, avec un accent rocailleux, « Je ne mords pas ». Cette phrase, qui se voulait peut-être rassurante, a eu l'effet inverse. Elle a confirmé mon statut. J'étais la petite chose effrayée, l'animal sauvage qu'il fallait apprivoiser. Il a pris ma valise d'une main sans me demander la permission, et son contact, même bref, a été comme une décharge électrique. Ses mains étaient énormes, calleuses, puissantes, des mains capables de construire, mais aussi de briser. Le trajet en voiture a été un supplice. Son pick-up était vieux, cabossé, et l'habitacle sentait le tabac froid et le chien mouillé. Nous avons quitté la petite ville en quelques minutes, et nous nous sommes engagés sur une route qui s'étirait à l'infini à travers des plaines dorées et désolées. Le silence était total, seulement rompu par le vrombissement du moteur. J'essayais de ne pas le regarder, fixant le paysage qui défilait, un paysage d'une beauté écrasante et terrifiante. Il n'y avait rien, pas une maison, pas une autre voiture, juste le ciel, la terre et nous. La solitude dont il parlait dans ses lettres n'était pas un concept poétique, c'était une réalité physique, palpable, oppressante. Mon esprit s'emballait. J'étais seul, à des milliers de kilomètres de chez moi, dans un pays dont je parlais à peine la langue, avec un homme que je ne connaissais pas. Personne ne savait exactement où j'étais. Si je disparaissais ici, personne ne me retrouverait jamais.
J'ai jeté un coup d'œil furtif à la banquette arrière. J'ai vu la crosse d'un fusil qui dépassait d'un étui en toile. Mon sang s'est glacé. C'était un chasseur, bien sûr. C'était normal ici. Mais mon imagination galopante ne voyait plus un chasseur, mais un tueur. Après presque 2 heures d'une route hypnotique et angoissante, alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orange et violette, il a finalement ralenti. Il a tourné sur un chemin de terre caotier marqué par un simple poteau en bois. La piste s'enfonçait plus profondément encore dans le néant. Les secousses du véhicule me ballottaient dans tous les sens. Mon cœur cognait si fort que j'avais peur qu'il ne l'entende. La maison est apparue au loin, une silhouette sombre et isolée, plantée au milieu de nulle part. C'était une simple bâtisse en bois, avec une grange un peu plus loin. Aucune lumière n'était allumée. Elle semblait abandonnée, fantomatique. Caleb a arrêté le moteur. Le silence qui est tombé était absolu, total, assourdissant. On n'entendait que le sifflement du vent dans les herbes hautes. Il ne bougeait pas, ses grandes mains reposant sur le volant, son regard fixé sur la maison. J'ai osé tourner la tête vers lui. Dans la lumière mourante du crépuscule, son visage était un masque d'ombre. Il semblait soudain plus vieux, plus dur. Il s'est enfin tourné vers moi. Ses yeux clairs brillaient d'une lueur étrange, indéchiffrable. Sa voix, quand il a parlé, était basse, presque un murmure, mais chaque mot a résonné en moi comme un coup de tonnerre. « La première règle ici, Anja, a-t-il lentement, en me fixant droit dans les yeux, Cote, de ne jamais, jamais sortir seul après la tombée de la nuit. Quoi que tu entendes, quoi que j'entende. » Ces mots ont flotté entre nous dans le silence glacier de l'habitacle. Mon esprit a tenté de leur trouver un sens rationnel. Des animaux sauvages peut-être, des coyotes, des ours, mais le ton qu'il avait employé n'avait rien de pratique. C'était un avertissement, un ordre chargé d'une menace sourde qui me paralysait bien plus qu'un simple conseil de prudence. Il est sorti du pick-up, le châssis a grincé sous son poids. J'ai mis un temps infini à commander à mes jambes de bouger. Dehors, le vent était mordant et portait avec lui une odeur de poussière et de pin lointain. La nuit était totale, plus noire que tout ce que j'avais jamais connu. Pas de lampadaire, pas de lueur de ville à l'horizon, seulement une myriade d'étoiles froides et indifférentes dans un ciel d'encre. La maison, de près, était encore plus intimidante. Elle était plus grande que je ne l'avais cru, construite en rondins sombres qui semblaient avoir absorbé des décennies de secrets. Caleb n'a pas dit un mot. Il a déchargé ma valise et a ouvert la lourde porte en bois. L'intérieur était simple, rustique et impeccablement propre. Un grand poêle à bois trônait au centre de la pièce principale, qui servait à la fois de salon et de cuisine. Les meubles étaient massifs, fonctionnels, sombres. Aucune photo au mur, aucun bibelot, aucune touche féminine. C'était l'antre d'un homme solitaire, un lieu où la vie semblait réduite à sa plus simple expression, survivre. L'air sentait le bois de cèdre, le cuir usé et le café froid. « Ta chambre est à l'étage, la première à gauche. » Il a posé ma valise au pied de l'escalier, un geste définitif. « La salle de bain est au bout du couloir. Je vais préparer quelque chose à manger. » Je suis monté sans un mot, agrippé à la rampe en bois brut. Ma chambre était tout aussi spartiate. Un lit en fer, une simple commode, une chaise. Mais il y avait une fenêtre. Je me suis approché et j'ai regardé dehors. Je ne voyais que mon propre reflet pâle et effrayé, superposé à une obscurité insondable. J'ai testé la serrure de ma porte. C'était un simple verrou, vieux et fragile. Il n'offrirait aucune résistance. L'idée m'a glacé. Je n'étais pas une invitée, j'étais une prisonnière. Le repas fut un autre supplice silencieux. Il m'a servi un steak grillé, si gros qu'il débordait de l'assiette avec des pommes de terre. La nourriture avait un goût de cendre dans ma bouche. Je le regardais manger, fasciné et terrifié. Il coupait sa viande avec une précision méthodique, ses mains énormes maniant le couteau avec une aisance que me faisait frissonner. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Le seul bruit était le cliquetis de nos couverts et le crépitement du feu dans le poêle. Quand j'ai eu fini, ou plutôt, quand j'ai eu repoussé mon assiette à moitié pleine, incapable d'avaler une bouchée de plus, il s'est levé. « Tu dois être fatigué par le voyage », a-t-il dit. Ce n'était pas une question, mais un constat, un ordre de disparaître. Je me suis réfugié dans ma chambre, sous les couvertures rêches. Le sommeil ne venait pas. La maison craquait et gémissait sous les assauts du vent. Chaque bruit me faisait sursauter. Puis, je l'ai entendu.
Au loin, porté par les bourrasques, un cri, un son long et plaintif, une sorte de hurlement qui n'avait rien d'animal. C'était un son de pure désolation, presque humain, qui semblait monter des entrailles de la terre. J'ai enfoui ma tête sous l'oreiller, les mots de Caleb résonnant dans mon crâne. Quoi que tu entendes. Mes larmes coulaient en silence, des larmes de peur et de regret. Dans quoi m'étais-je jeté? Le lendemain matin, la lumière crue du soleil a chassé une partie des ombres de la nuit, mais pas la peur qui s'était logée dans mon cœur. Quand je suis descendu, Caleb était déjà parti. Il y avait une tasse de café fumant sur la table et un mot, écrit de la même écriture appliquée que dans ses lettres. Les œufs sont dans le garde-manger. Nourris les poules. Ne t'approche pas de la grange. Je reviens pour le déjeuner. Nourrir les poules, c'était si banal, si domestique. Je suis sorti. L'air du matin était vif et pur. Le paysage, sous la lumière du jour, était d'une beauté à couper le souffle. Des collines ondulantes s'étendaient à perte de vue, couvertes d'herbes dorées qui dansaient sous le vent. Le ciel était d'un bleu intense, infini. La beauté de l'endroit rendait ma situation encore plus angoissante. C'était une cage magnifique, mais une cage tout de même. Au loin, je pouvais voir la silhouette de Caleb à cheval, menant un petit troupeau de bétail. Il ne faisait qu'un avec ce paysage, un élément aussi sauvage et indomptable que la terre elle-même. J'ai passé la matinée à errer, à essayer de prendre mes marques. La maison avait d'autres portes. L'une d'elles, au rez-de-chaussée, était fermée à clé. J'ai essayé de la tourner, mais elle a résisté. C'était étrange. Pourquoi verrouiller une porte à l'intérieur de sa propre maison au milieu de nulle part? Mon esprit s'est immédiatement emballé, imaginant le pire. L'interdiction de Caleb concernant la grange était comme un aimant. C'était la seule chose que je voulais faire. La grange était une grande structure en bois rouge délavé située à une centaine de mètres de la maison. Elle semblait vieille, fatiguée. Une des grandes portes était légèrement entr'ouverte, révélant une obscurité profonde à l'intérieur. Je savais que je devais obéir. Ma survie en dépendait peut-être. Mais une force plus puissante que la peur me poussait à m'approcher, à comprendre. Je devais savoir quel secret il cachait. Je me suis avancé prudemment, en jetant des coups d'œil constants vers l'horizon, là où Caleb avait disparu. Le vent sifflait à travers les planches disjointes de la grange, produisant un son lugubre. Arrivé près du mur, j'ai senti une odeur étrange, un mélange de foin moisi, de terre humide et de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique et de douceâtre. Mon pied a buté contre quelque chose de dur, à moitié enfoui dans la terre battue au pied de la fondation. Je me suis penché, ma curiosité l'emportant sur ma prudence. J'ai gratté la terre avec mes doigts. C'était un objet en métal, terni et froid. Je l'ai dégagé et l'ai essuyé sur ma robe. C'était un petit médaillon en argent, en forme de cœur. Il était délicat, finement ciselé, avec des motifs de fleurs. Un objet féminin, fragile, qui n'avait absolument rien à faire ici, dans ce monde d'hommes et de brutalité. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Avec un pouce tremblant, j'ai réussi à forcer le fermoir rouillé. Le médaillon s'est ouvert dans ma paume. À l'intérieur, il n'y avait pas de portrait miniature, pas de mèche de cheveux. Juste un creux vide d'un côté. Et de l'autre, collée au métal, une seule, minuscule tache rouge sombre, séchée et délavée. La petite tache rouge sombre semblait me brûler la paume. Ce n'était pas de la rousse, c'était du sang, j'en étais certaine. J'ai refermé le médaillon d'un coup sec, comme si je venais de toucher un serpent. Mes doigts étaient glacés. Un frisson violent m'a parcouru, indépendant du vent frais. À qui appartenait ce bijou? Quelle femme l'avait porté avant moi dans cet endroit perdu? Et pourquoi son sang souillait-il l'intérieur de ce cœur d'argent? Toutes mes angoisses ont fusionné en une seule certitude terrifiante. Je n'étais pas la première. J'ai glissé le médaillon dans la poche de ma robe, mon cœur cognant contre mes côtes. J'ai jeté un regard affolé vers la grange, puis vers la maison. La porte verrouillée, les avertissements de Caleb, les hurlements dans la nuit, tout prenait une dimension nouvelle et sinistre. Je devais partir. L'idée a jailli dans mon esprit, claire et impérieuse. Je devais m'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment? La ville était à 2 heures de route, une route que je ne connaissais pas, à travers un désert sans fin. Et Caleb serait bientôt de retour.
La panique m'a donné des ailes. Je suis retourné à la maison en courant, le souffle court. J'ai attrapé mon sac à main, le seul bien qui m'appartenait vraiment. J'ai vérifié mon argent, mes papiers, c'était dérisoire, mais c'était tout ce que j'avais. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, scrutant l'horizon, pas de cavalier en vue. J'avais encore un peu de temps. J'ai farfouillé dans les tiroirs de la cuisine, cherchant désespérément quelque chose. Une carte, des clés de voiture, j'ai trouvé les clés du pick-up, suspendues à un clou près de la porte d'entrée. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à les décrocher. C'était ma seule chance. Je suis sorti, les clés serrées dans ma main moite. Le pick-up était là, monstrueux et silencieux, ma seule porte de sortie. Je me suis glissé derrière le volant. L'habitacle sentait toujours Caleb, son odeur de terre et de danger. J'ai mis la clé dans le contact. Mon esprit était un brouillard de peur. Conduire à gauche, les panneaux en anglais, la route. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tourné la clé. Le moteur a toussé, a crachoté, puis s'est éteint dans un gargouillis pitoyable. J'ai réessayé. Rien. Un silence de mort. Le réservoir était vide. Ce n'était pas un hasard. Il l'avait vidé intentionnellement. Il m'avait piégé, consciemment. La prise de conscience m'a frappé avec la force d'un coup de poing. Je me suis affalé contre le volant, les larmes de rage et d'impuissance me montant aux yeux. J'étais prisonnière. Il n'y avait aucune issue. C'est alors que je l'ai vu, un point minuscule à l'horizon, qui grossissait rapidement. Caleb. Il revenait. Il ne galopait pas, il avançait au pas tranquille de son cheval, mais pour moi, c'était le cavalier de l'Apocalypse qui approchait. J'ai bondi hors du pick-up, j'ai raccroché les clés à leur place et je me suis précipité dans la maison, essayant de reprendre une contenance. J'ai lissé ma robe, passé mes mains dans mes cheveux, tentant d'effacer les traces de ma panique. J'avais le médaillon froid contre ma cuisse, un secret coupable et terrifiant. Quand il est entré, il n'a rien montré. Il a posé son chapeau sur une patère, s'est passé de l'eau sur le visage à l'évier de la cuisine. Le silence s'est de nouveau installé, mais il était différent. Il était chargé de mon secret, de ma tentative d'évasion ratée, de sa suspicion que je sentais peser sur moi. « Le déjeuner est prêt » a-t-il demandé sans se retourner. J'ai bredouillé que non, que je ne savais pas quoi faire. Il a soupiré, un son qui ressemblait à un grognement. « Je vais te montrer. » Les jours suivants ont été un cauchemar éveillé. J'étais devenu son ombre, exécutant ses ordres muets. Je cuisinais, je nettoyais, je m'occupais du potager. Je jouais le rôle de l'épouse docile, la fiancée par correspondance qui apprenait sa nouvelle vie. Mais sous cette façade de soumission, je bouillais. J'observais tout, chaque geste de Caleb, chaque regard, chaque parcelle de ce ranch qui était devenu ma prison. Je cherchais une faille, une arme, une issue. Le fusil était toujours là, sur la banquette arrière du pick-up, mais je ne savais même pas comment m'en servir. La porte verrouillée du rez-de-chaussée continuait de me hanter. Qu'y avait-il derrière? La réponse à mes questions? Le sort de la femme au médaillon? Une nuit, je n'en pouvais plus. Le hurlement était revenu, plus proche, plus déchirant que jamais. Il semblait venir de la direction de la grange. Je me suis levé, mon cœur battant à tout rompre. J'ai enfilé mes chaussures, je suis descendu à pas de loup. La porte de la chambre de Caleb était fermée. J'ai traversé la pièce principale, la lueur de la lune filtrant par la fenêtre et dessinant des formes spectrales sur le plancher. Mon objectif était la porte verrouillée. J'avais repéré une vieille boîte à outils dans la cuisine. J'ai pris un tournevis fin et un petit marteau. Je n'étais pas une cambrioleuse, mais le désespoir est un puissant professeur. Accroupi devant la porte, dans l'obscurité quasi totale, j'ai commencé à travailler sur la serrure ancienne. Mes mains tremblaient, chaque grincement du métal me semblait résonner dans toute la maison. Le mécanisme était rouillé, récalcitrant. Je forçais, je priais, les larmes de frustration perlantes sur mes joues. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai senti quelque chose céder, avec un clic sec et sonore. J'ai retenu mon souffle, écoutant. Pas un bruit, le silence. J'ai tourné lentement la poignée. La porte a grincé sur ses gonds en s'ouvrant, sur une obscurité encore plus profonde. Une odeur de renfermé, de poussière et de pourriture m'a frappé au visage. C'était un escalier qui descendait, raide et étroit, vers une cave. J'ai sorti le téléphone que j'avais gardé précieusement, même s'il n'y avait aucun réseau. Sa faible lumière me servirait de torche. Chaque marche en bois craquait sur mon poids. La lumière de mon téléphone balayait des murs de terre et de pierre, couverts de toiles d'araignée. La cave était pleine de vieux meubles, recouverts de draps blancs, de caisses en bois, de tout un bric-à-brac oublié. Mon cœur s'est serré. Peut-être que je m'étais trompé,
Peut-être n'y avait rien, juste un débarras. Puis, le faisceau de ma lampe a accroché quelque chose au fond de la pièce. Un grand coffre en bois, cerclé de fer, fermé par un énorme cadenas. À côté du coffre, posé contre le mur, il y avait une pioche et une pelle. La terre battue à cet endroit précis semblait avoir été remuée récemment. Elle était plus sombre, plus molle que le reste. Un détail a attiré mon attention. Sur le mur, juste au-dessus, quelque chose avait été gravé dans la pierre tendre. Des mots, griffonnés avec ce qui semblait un ongle ou une pierre. Je me suis approché, le cœur au bord des lèvres, et j'ai orienté la lumière de mon téléphone sur l'inscription. C'était un prénom, Élise. Et juste en dessous, une date. Une date qui remontait à 6 mois à peine. Le jour exact où j'avais reçu la première lettre de Caleb. Élise. Ce nom gravé dans la pierre a fait voler en éclats le peu de sang-froid qu'il me restait. Élise, la femme du médaillon, la femme qui était là avant moi, 6 mois plus tôt. Le timing n'était pas une coïncidence. Il l'avait fait disparaître et m'avait immédiatement cherché pour la remplacer. La terre fraîchement remuée, la pelle, le coffre, mon imagination a peint une scène d'horreur si vive que j'ai dû m'appuyer contre le mur froid et humide pour ne pas évanouir. Le hurlement que j'entendais la nuit, ce n'était pas un fantôme, c'était la douleur et la folie de cette terre, le souvenir hurlant de ce qui s'était passé ici. Un craquement de plancher au-dessus de moi m'a arraché à ma transe. Caleb, il était réveillé. La panique pure, animale a pris le contrôle. J'ai éteint la lumière de mon téléphone et je me suis figé dans l'obscurité totale de la cave. J'entendais ses pas lourds se déplacer lentement dans la pièce principale. Il me cherchait. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre à travers le plafond. J'ai reculé à tâtons, me cognant contre une vieille table. Un bocal en verre a roulé et s'est écrasé au sol, avec un bruit cristallin qui a résonné comme un coup de fer dans le silence. Anja. Sa voix, venant du haut de l'escalier, était un grognement menaçant. Il n'y avait plus d'échappatoire. Il allait descendre, il allait me trouver, il allait comprendre ce que j'avais découvert. Et puis, ce serait mon tour. Mon nom serait gravé à côté de celui d'Élise. Non, je refusais. La peur a laissé place à une rage froide et déterminée. Je ne mourrais pas ici. J'ai attrapé la pelle. Elle était lourde, bien plus lourde que je ne l'imaginais, le manche en bois poli par l'usage. Je me plaquais contre le mur, juste à côté de l'entrée de l'escalier, là où l'obscurité était la plus complète. J'ai entendu ses bottes sur la première marche. Il descendait lentement, prudemment. Un faisceau de lumière d'une puissante lampe torche a balayé la cave, passant à quelques centimètres de moi. Il a éclairé le verre brisé, puis le coffre, puis l'inscription sur le mur. J'ai entendu son souffle se couper. Il savait que je savais. « Anja, sors de là, on peut en parler. » Sa voix se voulait calme, mais elle était tendue, vibrante de violence contenue. Le faisceau de sa lampe s'est rapproché, balayant le mur où j'étais caché. C'était maintenant ou jamais. Au moment où la lumière m'a touché, j'ai surgi de l'ombre, brandissant la pelle comme une hache. J'ai crié, un cri de pure terreur et de fureur, et j'ai abattu le lourd tranchant de métal de toutes mes forces. Il a été surpris, il a eu juste le temps de lever un bras pour se protéger. La pelle a heurté son avant-bras avec un bruit sourd et horrible d'os qui se brise. Il a hurlé de douleur, lâchant sa lampe torche qui a roulé sur le sol, projetant des ombres dansantes et folles sur les murs. Profitant de ce bref instant, je me suis rué vers l'escalier. Je l'ai bousculé, je suis passé en courant. Il a tenté de m'attraper avec sa main valide. Ses doigts ont effleuré ma cheville, mais j'étais déjà en haut. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru vers la porte d'entrée, mais j'ai su qu'il serait trop rapide. J'ai fait volte-face et j'ai couru vers sa chambre. Sur la table de chevet, à côté de son lit défait, il y avait son téléphone portable. Un vieux téléphone à clapet, mais c'était un téléphone. Et à côté, les clés d'un autre véhicule, un quad, que j'avais aperçu près de la grange. Je les ai attrapés au moment où il arrivait en haut de l'escalier, son visage déformé par la douleur et la rage, son bras blessé pendant mollement à ses côtés. Il était comme un ours blessé, encore plus dangereux. Je n'ai pas hésité, j'ai claqué la porte de sa chambre et j'ai tourné la clé que je savais être dans la serrure de l'extérieur. Je l'ai enfermé. Il s'est jeté contre la porte, la faisant trembler sur ses gonds, ses cris de fureur remplissant la maison. J'avais quelques minutes, pas plus. Je suis sorti en trombe. Le quad était là. J'ai mis la clé, j'ai prié tous les saints que je connaissais. Le moteur a démarré au premier coup. Sans regarder en arrière, j'ai accéléré sur le chemin de terre, m'éloignant de la maison de l'horreur. Les phares du quad fendaient la nuit, le vent glacial me fouettait le visage, mais je ne sentais rien. Je ne sentais que la montée d'adrénaline et l'espoir fou de survivre.
Je n'ai pas suivi la route principale, il m'y aurait rattrapé, même avec un bras cassé. J'ai suivi les traces vagues d'un autre chemin, une piste qui semblait monter dans les collines. J'ai roulé pendant ce qui m'a semblé des heures, jusqu'à ce que la quad tombe en panne sèche. J'ai continué à pied, titubant dans l'obscurité, guidé par une lueur faible et lointaine. À l'aube, épuisé, couverte de boue et de larmes séchées, j'ai débouché sur une petite route goudronnée. La lueur était une ferme isolée. J'ai frappé à la porte. Un vieux couple m'a ouvert, leur visage un mélange de surprise et d'inquiétude. Je me suis effondré en sanglots, incapable de parler, leur tendant juste le téléphone de Caleb. La suite a été un tourbillon. La police est arrivée. J'ai tout raconté. L'agence, le médaillon, la cave, l'inscription. Au début, ils étaient sceptiques. Une étrangère effrayée, une histoire folle. Mais quand ils ont fouillé la maison, ils ont trouvé Caleb, toujours enfermé dans sa chambre. Et quand ils ont forcé le coffre dans la cave, ils ont trouvé les effets personnels d'Élise et d'une autre femme avant elle. Les corps, eux, étaient enterrés sous la grange, là où je n'avais pas osé aller. Caleb n'était pas un simple homme solitaire, c'était un prédateur, un tueur en série, qui utilisait la solitude de son ranch et la vulnérabilité de femmes désespérées pour assouvir ses pulsions. Les hurlements que j'entendais, c'étaient des haut-parleurs dissimulés, qu'il activait la nuit pour terrifier ses victimes, pour les briser psychologiquement, pour les maintenir sous son contrôle. C'était un jeu pour lui. Je suis resté plusieurs semaines, le temps de l'enquête. J'ai témoigné, j'ai regardé son visage de pierre au tribunal, et pour la première fois, je n'ai pas eu peur. J'ai vu un homme brisé, pathétique dans sa cage, tout comme il avait voulu m'enfermer dans la sienne. Aujourd'hui, je suis loin du Montana. Je vis dans une ville pleine de lumière et de bruit. J'ai un petit appartement, un travail simple. Parfois, la nuit, quand le silence se fait, j'entends encore le sifflement du vent dans les plaines. Je repense à ce ciel immense, à cet homme qui m'avait souri en disant « Je ne mords pas ». Et je serre contre moi le petit médaillon en forme de cœur que j'ai gardé. Ce n'est plus un symbole de mort, c'est un rappel. Le rappel que même la proie la plus terrifiée, acculée dans le noir, peut trouver la force de se retourner et de mordre en retour.